Débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bonjour, bienvenue à votre émission hebdomadaire Le Débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Je suis avec Francis Laloupo, bonjour. Liliane, bonjour, heureux de vous retrouver. Oui, vous étiez seule la semaine dernière. Oui, vous avez manqué la semaine dernière. Ah oui, mais je vous ai écouté. Je vous ai écouté avec le même plaisir. J'aime bien vous écouter quand je suis pas là. Ah mais, vous faites ça exprès alors. C'est un peu ça, oui. En tout cas, bon retour. Le M23 est-il en train de livrer son ultime bataille? Ce groupe rebelle affrontait, humiliait même parfois l'armée gouvernementale dans l'est de la RDC. Sous la pression des tirs des FRDC, il a été contraint de se retrancher dans les collines de la région après avoir perdu le contrôle de plusieurs localités. Mais le M23 affirme qu'il s'agit juste d'un repli stratégique. Comment expliquer cette victoire éclair de l'armée congolaise? Va-t-elle durer? On scrute la moindre attitude de Kigali et Kampala, présumé soutien du M23. Les 4 otages français sur les 7 employés d'Areva capturés en septembre 2010 au Niger sont libres. Et comme c'est toujours le cas dans ce genre d'affaires, on parle d'argent, 20 à 25 millions d'euros de rançon, de compensation. Paraît que cela ne signifie pas la même chose. Eh bien, cet argent aurait donc été versé à leurs ravisseurs. Mais Paris réaffirme que la France ne paye pas de rançon. Même répété en maintes reprises, les officiels peinent décidément à convaincre. Les Malgaches attendent toujours les résultats du premier tour de la présidentielle du 25 octobre. Il y aura probablement un second round. Selon les premières estimations, il pourrait opposer Jean-Louis Robinson, soutenu par le président de Shuma Ravalomanan, et Henry Radjoana-Rimana-Pianina, supposé pion de l'actuel président de la transition, Ad Radjoel. Présentation de notre plateau avec vous, Francis Laloupo. Oui, Liliane, notre grand témoin invité de cette édition, Vital Kamere, président de l'ULC, c'est l'Union pour la Nation congolaise, ancien président de l'Assemblée nationale de la RD, de la République démocratique du Congo. Vital Kamere, bonjour. Bonjour, président. Merci d'être avec nous. Petite fiche d'identité, c'est la tradition dans cette émission. Vous êtes né le 4 mars 1959 à Bukavu, en RD Congo, bien sûr, après des études à Goma. Vous vous inscrivez à l'université de Kinshasa en 1980, licence obtenue en sciences économiques en 1987. Et dès la fin de vos études, vous ralliez la sphère du pouvoir moboutiste, d'abord comme coordonnateur de la cellule d'études de planification de l'enseignement supérieur et universitaire, de 1988 à 1989, puis comme conseiller économique et financier au ministère des Mines et de l'Énergie. De 1990 à 1995, avec l'instauration du multipartisme, vous présidez la section jeunesse de l'Union sacrée de l'opposition radicale et alliée. Juste oral, hein, c'est ça, hein? C'est exact. Voilà, et pendant cette période, vous assurez plusieurs fonctions dans divers cabinets ministériels. En 1997, vous ralliez l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL, de Joseph Désiré Kabila, ministre de la Presse et de la Communication de 2003 à 2004. À l'issue du dialogue intercongolais, vous serez le directeur de campagne de l'actuel président Joseph Kabila lors des élections de 2006, avant de tomber en disgrâce, il faut bien le dire, en 2009. Et en décembre 2010, vous créez votre propre parti politique, l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC, dont vous serez donc le candidat à l'élection présidentielle de novembre 2011, du 28 novembre 2011 précisément. Vous arrivez au terme de ce scrutin, officiellement remporté par Joseph Kabila, en 3e position, avec précisément 7,74% des suffrages. C'est bien ça? Exact. En tout cas, Vital Kamere, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Afrique la numéro 1. Et avec nous également dans cette édition, 2 confrères au téléphone depuis Abidjan. D'abord, Alafé Wakili, directeur de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan. Alafé Wakili, bonjour. Oui, bonjour, Africa numéro 1 BBC, bonjour. Merci d'être avec nous et nous serons rejoints dans quelques instants par Christophe Rigaud, fondateur et directeur du site africarabia.com. Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1, c'est également sur Facebook. Et pour nous joindre, nous faire part de vos commentaires, voici l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Voilà pour le plateau, Liliane. Merci Francis. On va commencer par la RDC. Les combats à l'arme lourde entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se déroulaient jusqu'à vendredi dans les collines de Mbouzi, Chanzu et Runyoni. Les FRDC tentent d'y déloger les combattants du M23 qui s'y sont retranchés. Selon le porte-parole des FRDC au nord Kivu, l'armée a gagné du terrain. Le colonel Olivier Amoulis, cité par la radio onusienne Okapi en RDC, assure, je cite,
Dans quelques heures, l'ennemi sera délogé de cette colline. En tout cas, au moment où nous enregistrons cette émission vendredi, ce n'est pas encore le cas. Vital Kamerhe, l'armée de votre pays reprend manifestement la main dans l'est de la RDC. Qu'est-ce qui, d'après vous, a changé et permis cette victoire ponctuelle, définitive? On ne sait pas encore. Est-ce que l'entrée de la MONUSCO dans la bataille suffit à elle seule à expliquer ce rapport de force désormais bien favorable à votre armée? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour donner le point de vue de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord féliciter nos forces armées congolaises, le peuple congolais qui était derrière son armée, la communauté internationale, la MONUSCO, tous ceux qui nous ont aidés pour modifier le mandat de la MONUSCO. Et c'est là que je vais justement dire qu'il y a des éléments essentiels. Le premier élément, c'est que nous avons toujours dit que notre armée a toujours été clochardisée à souhait, abandonnée, désorganisée. Elle a été l'objet de plusieurs infiltrations à la suite des opérations anachroniques telles que les mixages. On prend les rebelles, on les mélange avec les forces régulières. Et ça a été fait à plusieurs reprises, si bien que nous sommes retrouvés avec une armée complètement affaiblie de l'intérieur et infiltrée. Ce qui fait que le CNDP qui est génitaire du M23 et le M23 aujourd'hui face à notre armée, de part et d'autre, vous aviez des gens qui s'est communiqués. Donc il fallait réorganiser l'armée. Il fallait qu'au sommet de l'État, au niveau du gouvernement, les gens prennent conscience. C'est sous la pression d'abord de nos vaillantes populations du Nord et du Sud Kivu, les territoires concernés par cette guerre, mais aussi sensibiliser la communauté internationale. Ça, c'était notre rôle en tant qu'opposition et société civile du drame humanitaire qui s'est déroulé et qui continue à se dérouler à l'est de notre pays. Il fallait absolument modifier le mandat de la MONUSCO. Et là, nous remercions le secrétaire général des Nations Unies qui avait initié l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 qui est l'œuvre au départ de la France et qui institue la force, la brigade spéciale. Vital Donc Kamerhe, la conjugaison de tous ces efforts... pour situer les auditeurs que l'accord cadre, c'est celui à travers lequel les pays du Grand Lac se sont engagés à ne pas soutenir les groupes rebelles dans leurs pays respectifs. Exact. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau national où on demande à toutes les sensibilités politiques du Congo de se mettre ensemble pour avoir un dialogue politique sans question taboue. Mais il y a le niveau régional où on demande aux 11 pays signataires de cet accord de ne plus soutenir de quelque manière que ce soit des rébellions ou violer les souverainetés des autres pays. Mais il y a aussi le niveau international où la communauté internationale s'était engagée de remplir sa part dans cette recherche de la paix à l'est du Congo. Voilà, tous ces éléments ont apporté une modification du paysage à l'est du Congo. Mais il y a les minéraux du sang, il y a le commerce illicite des minéraux, et derrière tout ça, il y a des multinationales. Donc le Congo, c'est un enjeu planétaire. Et quand nous essayons d'expliquer que la solution n'était pas que militaire, politique ou de la coopération régionale, il fallait voir aussi le volet économique, puisque tous ces minéraux qui ne sont pas bien exploités par le Congo lui-même, aujourd'hui nous sommes derniers de la planète en termes d'indice de développement humain, mais avec un scandale sur le plan géologique. Nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique et nous sommes le 3e pays au monde en termes de réserve d'eau douce après le Canada et la Chine. Nous sommes la 2e réserve des terres arables du monde, mais nous sommes avec une population qui mange 95% des denrées importées. Tous ces paradoxes-là sont des éléments qui font du Congo aujourd'hui un État complètement en déliquescence. Donc il y a beaucoup à faire. Vital Kamerhe, alors, avant de revenir à cette offensive décisive, offensive finale, on verra bien, de l'armée congolaise contre le M23. Alors, comme vous faites le bilan justement de ce qui s'est passé dans votre pays depuis plusieurs années, il faut dire que vous êtes, vous, apparu sur la scène politique congolaise après la chute du maréchal Mobutu, disons que on vous a connu comme personnage, disons, comme figure importante de la scène politique congolaise à ce moment-là, depuis 97. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, comptable de la situation qui prévaut dans le pays depuis plusieurs années, depuis 15 ans maintenant hein. Est-ce que l'opposition que vous incarnez est plus crédible en termes de solutions que ceux qui sont aux commandes du pays? Non, il n'y a pas de saints d'un côté, des diables de l'autre côté, des anges. Est-ce que vous êtes comptable de la situation en tant qu'acteur politique? J'ai rempli un certain nombre de fonctions dans mon pays. J'étais au service national, justement, en 98, parce que nous devions mettre en place un vaste projet pour encadrer nos jeunes et les former sur le plan paramilitaire. J'ai été, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai travaillé avec Laurent Désiré Kabila comme commissaire général adjoint chargé des relations avec la mission des Nations Unies. J'ai œuvré dans le processus de Lusaka, j'étais le porte-parole de la délégation du gouvernement. Avec Joseph Kabila, j'étais commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix dans la région des Grands Lacs.
À ce niveau-là, la petite comptabilité est simple. Nous avons l'accord de Lusaka, qui n'a pas fonctionné. Nous avons eu le plan de désengagement de Kampala, qui n'a pas fonctionné non plus, mais nous avons eu les sous-plans de désengagement de Harare. Et c'était la première fois, le 14 décembre 2000, que nous avions la calmie sur le terrain militaire. Mais le 16 janvier 2001, nous avons eu un drame dans notre pays avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila est arrivé le 26 janvier 2001. Vous avez soutenu. Absolument. J'étais à ce moment-là commissaire général du gouvernement chargé du suivi des procès de paix jusqu'à l'avènement du gouvernement 1+4. Et avant le gouvernement 1+4, nous avions été aux côtés du président Kabila pour négocier la paix. Directement avec le président Kagame, c'est l'accord de Pretoria le 30 juillet 2001. Directement avec le président Museveni le 30 septembre 2002. Et puis entre nous Congolais le 17 décembre 2002. Donc vous êtes un acteur constant, permanent dans cette affaire depuis Absolument. 15 ans. Alors revenons à cette offensive de FARDC, de l'armée congolaise aujourd'hui. Alors on parle d'offensive finale, l'armée marque des points de plus en plus. Tout d'un coup comme ça, il y a une sorte d'inversion des rapports de force. Est-ce que cette offensive aujourd'hui est due au seul rapport de force militaire ou à une décision politique? Celle d'en finir aujourd'hui avec le M23, pourquoi cette décision politique n'intervient qu'aujourd'hui? J'ai toujours dit que quand les grandes puissances de ce monde le voudront, la guerre à l'Est prendra fin et la région des Grands Lacs va vivre. Donc le temps politique est venu pour que donc on en finisse avec le groupe des armées. Il fallait absolument que nous fassions un travail, celui de démontrer qu'à l'intérieur du Congo, il y a des complices dans cette guerre, au niveau des dirigeants et au niveau de certains généraux de notre armée. Il fallait démontrer aussi que cette guerre a arrangé nos voisins. Parce que les pays voisins du Congo sont devenus exportateurs. Ça veut dire qu'on a laissé sciemment perdurer le chaos depuis 15 ans, c'est ce que vous voulez dire. Exportateurs des matières premières dont elles ne peuvent pas justifier des gisements suffisants. Et ces matières premières sont dirigées vers des usines sont comme connues. Et justement, le coltan est utilisé pour la fabrication de Boeing. Mais on sait très bien que ce coltan vient des minerais du sang, mais est exporté par le Rwanda qui n'a pas de gisements sous son sol. Ce sont là les questions que nous avons voulu expliquer à travers le monde. Vital Kamerhe, allant dans le sens d'offensive, donc est-ce que vous pensez qu'il y a eu peut-être aussi un souci de redéfinition de cartes dans la sous-région et qu'il y a peut-être en réalité des raisons géostratégiques et géopolitiques derrière l'engagement peut-être de la MONUSCO aux côtés de l'armée congolaise? Deux choses. La redéfinition justement des cartes politiques, c'est pour la première fois que la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis d'Amérique parlent le même langage. Ils ont décidé, sous l'égide du président Obama, et son discours en Tanzanie était très déterminant pour dire qu'il ne va plus supporter ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et il a cité certains pays comme le Rwanda. Il a dit qu'il est temps que tout le monde fasse la paix. Et quand les grands parlent le même langage et qu'en interne, il y a des forces vives et des forces politiques et il y a la population elle-même qui est soucieuse d'avoir sa libération et sa paix, cette mayonnaise, cette conjugaison des efforts internes et externes amène la modification du paysage politique. En suivant votre logique, le chaos profitait à ces grandes puissances. Le chaos profitait à certains complices internes, à nos voisins et à certains multinationales logés. Justement, c'est un secret de polichinelle. C'était écrit dans les différents rapports des experts des Nations Unies. Alors, ça veut dire que est-ce que cette offensive aujourd'hui donc menée par l'armée congolaise, soutenue par cette fameuse brigade d'intervention de l'ONU, est-ce que cette offensive fait l'affaire du Rwanda aujourd'hui ou pas? Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on se réjouisse trop tôt. Nous devons rester en alerte maximale, parce que je ne pense pas que les États-Unis d'Amérique ou la Grande-Bretagne vont totalement lâcher le Rwanda. Et la Belgique et l'Afrique du Sud alors? À l'équilibrisme dans cette région. Et moi, je crois qu'il nous appartient à nous, la République démocratique du Congo, en tant que pôle intégrateur, avec notre position géostratégique, de définir quelle sera notre vision en matière de coopération et de montrer à tous les pays qui entourent le Congo qu'un Congo stable, 2 345 000 km², avec tout ce que nous avons comme ressources, 70 millions d'habitants, ça fait un grand marché pour tout le monde, mais dans le respect de souveraineté. Vous ne parlez jamais de l'initiative du pouvoir congolais, qui est quand même, voilà, c'est l'armée congolaise qui se bat quand même aujourd'hui à l'est de la RDC, et vous n'évoquez jamais l'initiative, l'action politique du pouvoir congolais. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le pouvoir a horreur du vide. Après les élections chaotiques du 28 novembre 2011, le président Kabila, nous lui avons demandé à plusieurs reprises, y compris les évêques catholiques chez nous,
qu'il était temps que les grands acteurs séparent Tshisekedi, Kamere et lui-même, parce que les élections se sont mal passées, il était question de tirer les leçons de ces mauvaises élections pour baliser les chemins pour les élections suivantes qui n'ont pas encore lieu jusqu'à présent. Nous avons des gouverneurs de province, d'assemblées provinciales, des sénateurs qui sont sans mandat, sans légitimité et sans légalité. Il n'a pas voulu le comprendre. Et donc, le secrétaire général Ban Ki-moon a attendu une année après, et le 24 février 2012, à Addis Abeba, et le Congo comme un bébé, donc au chevet, il fallait la communauté internationale pour nous faire signer un accord dans lequel on nous dit, vous devez faire ça, 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 ça. Donc il n'y a eu aucune initiative de notre gouvernement. Le Congo, c'est un pays aujourd'hui, sur le plan administratif, qui est sous tutelle, qui ne dit pas son nom. Et donc nous voulons absolument que le leadership à la tête de l'État soit consolidé et que nous, les Congolais, au moment où l'armée est en train de marquer le point... Vous écoutez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est du Congo, le pouvoir congolais de Kinshasa n'y est pour rien. Je ne pourrais pas dire ça en ce moment, puisque ce serait atténuer la joie du peuple congolais. Le moment n'est pas à la polémique, ni à pointer du doigt qui que ce soit. Mais vous n'irez pas jusqu'à rendre hommage à Joseph Kabila, hein? Je rends hommage au peuple congolais, à nos vaillants soldats. Je rends hommage à tous ces éléments de la brigade spéciale et je voudrais présenter mes condoléances au gouvernement tanzanien dont des éléments ont versé leur sang pour la paix au Congo. C'est extraordinaire. Je voudrais saluer le secrétaire général des Nations Unies pour cette initiative et surtout M. Martin Kobler qui est sur le terrain et le Congo apparaît aujourd'hui comme un État. Oui, le Congo, puisqu'on ne voit pas le président sur le terrain. D'accord, je vais revenir avec vous tout à l'heure, Vital Kamerhe, sur Joseph Kabila, mais peut-être on va écouter Alafé Ouakili sur ses succès militaires des FRDC. Alafé Ouakili, depuis Abidjan. J'ai écouté les positions exprimées par Vital Kamerhe. Il a fait part d'une grande lucidité. Il a pas voulu jeter un bémol sur les succès. N'empêche que au point actuel, le ratissage se poursuit et la pacification de la zone n'est pas totale. Les rebelles ont des armes stockées, dit-on, auprès d'un hôpital. Leur destruction peut créer de nombreuses victimes. Donc la progression de l'armée et de ses alliés est aussi lente. Ils se sont repliés dans les montagnes. Donc il y a une euphorie, certes, qu'il faut encourager. Il faut saluer la mobilisation et le changement de la donne politique régionale et internationale. Comme il a dit, il n'empêche qu'il convient d'être très vigilant pour la suite parce qu'il y a des retournements des situations qui sont possibles puisque les bases arrières dont bénéficient les rebelles existent toujours. Il y en a qui ont pu traverser certaines frontières, qui ont pu se réfugier. On parle de l'Ouganda précisément. Ceux qui se sont rendus et qui ont fait désertion. Donc, c'était pour faire ressortir un aspect de ce qu'il a dit en demandant d'être vigilant et de ne pas crier trop tôt victoire, de ne pas être euphorique malgré l'environnement sous-régional et international qui paraît aujourd'hui favorable à cette bataille de libération totale du pays. D'autant qu'il n'y a pas que le M23 comme groupe armé, il y en a des dizaines d'autres. Hein. Mais bien sûr, oui, c'est ça. Et à la fin, Ouakili, peut-être vous pensez aussi qu'il est nécessaire, on parlait tout à l'heure en début d'émission des réactions de Kigali et de l'Ouganda. Il y a certaines informations qui indiquent que certains éléments du M23 ont fui vers l'Ouganda. Est-ce que vous pensez que ces forces vont se reconstituer peut-être? Ils se sont réfugiés là-bas. Bon, ils auront peut-être protection. Sinon, si ce n'était pas une base arrière, si les conditions indiquées étaient réunies au niveau de tout le monde, c'est des éléments qui doivent être arrêtés et être livrés aux autorités congolaises sous garantie de respect de leurs droits. Voilà. Mais si tel n'est pas le cas, ça peut toujours constituer un groupuscule qui demain peut être réveillé à nouveau lorsque, comme lui-même il a dit, les conditions politiques intérieures disant que la nature est aurait dû vivre, le gouvernement n'a pas su saisir l'appel des religieux, les conditions chaotiques de l'élection de novembre 2011 pour engager un dialogue permettant à l'ensemble de la classe politique de créer les conditions d'un apaisement, d'une situation favorable, apaisée, permettant d'éviter cette situation. Il a aussi expliqué cela. Donc, le fait que les frontières soient encore poreuses et que des éléments rebelles puissent les traverser pour se réfugier paraît inquiétant. Alafé Ouakili, restez avec nous, on va marquer une pause. Retour dans tout de suite après ça. Le débat Africa BBC. Suite des débats BBC Afrique numéro 1 à Paris et à Dakar. Notre grand témoin invité dans cette édition, Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, ancien président de l'Assemblée nationale de la RD Congo. Avec nous également dans cette édition,
deux confrères invités. Nous avons été rejoints par Christophe Rigaud, fondateur et directeur du site africarabia.com. Christophe, bonjour. Bonjour. Et avec nous à Abidjan, au téléphone depuis Abidjan, Alafé Wakili, directeur de la rédaction de l'intelligent d'Abidjan. Alors, Liliane, on poursuit ce débat sur la RDC donc. Oui, et la question que je voulais poser à notre invité Vital Kamerhe, c'est qu'après les assises nationales qui ont été sanctionnées par un discours du président Kabila, un discours on va dire très offensif, tant sur les plans médiatiques que politiques, avec les annonces qui ont suivi. Est-ce que la nouvelle victoire aujourd'hui de l'armée, est-ce que pour l'opposition, le commandant des armées qu'est le président Kabila n'a-t-il vraiment pas siffler la trêve de la querelle politique? Merci. Il y a eu les concertations nationales, justement, et nous n'y avons pas pris part pour une raison très simple. Elles étaient convoquées par une ordonnance présidentielle inconstitutionnelle qui ne respectait pas les instruments internationaux que vous avez rappelé tout à l'heure, l'accord-cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098, si bien que c'était un forum qui ressemblait à un congrès de la majorité présidentielle. Mais ceci dit, qu'est-ce qui est sorti de ces concertations? Le président a annoncé la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Il a annoncé qu'il va mettre fin à la corruption. Il a annoncé que désormais les Congolais, il va faire un effort pour qu'il y ait de l'emploi, pour que les gens mangent. En tout cas, moi j'ai entendu un président de la République qui venait d'être élu pour la première fois et qui faisait son discours d'investiture. Donc c'était un discours, un constat, et nous attendons voir les actes. Mais justement, est-ce qu'au fond de vous, l'opposition politique, ne serait-ce que pour le moment, ne se sent-elle pas un peu bousculée par cette nouvelle posture du président qui semble tout gagner, le plan politique, les annonces et même temps le succès militaire? Je ne sais pas ce que le président a gagné, moi je crois que le peuple congolais a gagné. Et il faut aller sur place pour comprendre que le peuple a gagné. Et nous avions toujours dit et on a prédit que l'armée congolaise est capable des exploits quand elle est bien encadrée, quand elle est bien soutenue. Et donc, un pays comme le Congo, après 53 ans d'indépendance, il ne faut pas dire que nous devons être assistés éternellement par des forces extérieures pour gagner des victoires. C'est le moment de prendre conscience, justement, éviter l'euphorie inutilement, et de bâtir une vraie armée au cœur de l'Afrique. Refaire notre administration, les piliers de la justice aussi, et qu'on mette fin à l'impunité dans notre pays. Je voudrais voir le président aujourd'hui nous présenter quelques généraux, puisqu'il y en avait, qu'on avait cités à l'époque, qui vendaient les armes et qui détournaient la solde militaire et leurs rations. Et donc, si on a sanctionné personne, alors qui est fautif? Pourquoi maintenant cette armée gagne? Et pendant tout ce temps, on a laissé les gens mourir. Donc, quelque part, les gens doivent payer. On doit sanctionner. C'est cela que nous voulons voir. Oui. Au niveau de l'opposition, nous sommes tout à fait à l'aise. Nous avons dit que le président Kabila va rester au pouvoir jusqu'au 19 décembre 2016 à minuit. Et donc, nous allons nous organiser dans le cadre d'une opposition républicaine. Non, pas de gouvernement de cohésion nationale. Nous avons dit non, ça serait mettre en sourdine la démocratie et offrir à Kabila une petite brèche pour prolonger son mandat. Quand même, juste une question sur ce qui se passe dans l'est de votre pays, dans l'est de la RDC. On sait que les négociations continuent, même si elles ont été suspendues, pour le principe en tout cas. Elles se déroulent toujours à Kampala, entre le M23 d'un côté, les représentants du gouvernement congolais de l'autre. À quoi servent ces négociations aujourd'hui dans le contexte militaire que nous connaissons? Comme avant, à rien du tout. Puisque j'avais dit dans mon premier point de presse au déclenchement de la guerre, et quand on avait demandé au gouvernement d'aller discuter avec les M23 Kampala, j'avais dit non, ça ne servait à rien du tout. Mais est-ce qu'elles ne sont pas nécessaires, ces négociations, pour consolider la paix sur la durée? Moi, je crois qu'au stade où nous sommes arrivés, on est en train de fenestrer les M23 et que tout le monde a dit que les M23 sans un soutien extérieur ne représentent rien du tout. Mais pourquoi ne pas passer à un niveau supérieur de dialogue à mon niveau? Un dialogue maintenant qui a une reconfiguration des forces politiques et sociales dans le pays. Si Kabila avait rassemblé, il sait maintenant avec qui désormais parler, où est la vraie opposition et sa majorité réagardée. Nous avons au niveau régional le président Paul Kagame, le président Museveni, il faut qu'on se dise des vérités pour que nous puissions asseoir des piliers sur lesquels la paix durable va être bâtie dans notre région des Grands Lacs. De la région, oui. Christophe Rigaud, un commentaire sur cette offensive décisive, pour ne pas dire finale, donc de l'armée congolaise soutenue par la brigade d'intervention de l'ONU. C'est vraiment une surprise. C'est vrai qu'on était habitué aux reculades depuis 1996, aux reculades de l'armée congolaise. Et là, surprise, effectivement, en 7 jours, elles arrivent à bouter le M23 en dehors de ses positions. Repli stratégique, dit le M23.
Alors bon, ça c'est un langage pour la communication de guerre. Pour la communication de guerre, mais il est clair que c'est une défaite pour le M23. Une défaite qui s'explique, je crois, par trois raisons. Pourquoi est-ce que cette armée subitement s'est un petit peu réveillée? Je ne sais pas si vous en avez parlé juste avant, mais je pense que c'est. On a parlé du temps politique. Ouais, c'est intéressant de savoir peut-être pourquoi, à ce moment précis, l'armée congolaise réussit à avancer militairement. C'est qu'il y a eu quand même une réorganisation de cette armée, plus de moyens, les soldats ont enfin été payés, en tous les cas à ces brigades, et de l'armement consécutif est quand même arrivé sur le terrain. Et ce sont des brigades qui ont été formées par notamment voilà les Belges. Donc ça a été pris un petit peu à bras le corps par les autorités congolaises. Il y a aussi la présence de la brigade internationale qui a donné quand même un très gros coup de main, je pense d'un point de vue logistique, sur la surveillance, le renseignement. C'est clair que sans la brigade, on n'en serait pas là aujourd'hui. Puis il y a le rôle du Rwanda, vous en avez tous un petit peu parlé, qui, je pense, a été dans la retenue, parce qu'il est sous pression diplomatique, notamment des États-Unis. Il est au Conseil de sécurité et on le regarde un petit peu plus. Donc je pense qu'il était inconcevable que le Rwanda intervienne. Donc il a lâché, comme ça lui arrive de temps en temps, son allié, ses alliés rebelles. On sera tous d'accord que c'est un bon résumé du sujet, Ligane. Oui, on passe au sujet suivant. Oui, qui est le Mali. Dossier RDC à suivre donc. Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Suite du débat BBC Africa numéro 1 avec nos invités, notre grand témoin, Vital Kamere, et nos confrères invités, Christophe Rigaud et Alafé Wakili. Parlons à présent du Mali et du Niger d'ailleurs, la libération des otages français. Mardi dernier, le président français François Hollande a annoncé la libération de 4 otages capturés en 2010 à Arlit au Niger, puis conduits dans le nord du Mali. Alors selon François Hollande, si les initiatives en faveur de la libération de ces otages ont été suspendues du fait de la guerre au Mali, elles ont été reprises dès la fin des opérations militaires en collaboration étroite avec le président du Niger, Mamadou Issoufou, avec lequel François Hollande entretient des liens d'amitié depuis plusieurs années. Ainsi, le chef de l'État français a tenu à souligner le rôle essentiel du Niger qui aura été, selon lui, le principal artisan de la libération des 4 otages. Cet événement fut immédiatement suivi d'un débat sur les contreparties putatives fournies aux preneurs d'otages pour la libération de ceux-ci. Car au-delà de cette séquence heureuse, il faut bien dire que la question demeure de savoir par quels moyens éradiquer l'industrie de la prise d'otages qui prospère depuis plusieurs années dans le Sahel notamment. Vous avez un élément sonore à nous faire écouter, Liliane, je crois. Oui, et c'est le président français François Hollande qui a annoncé la libération de ces 4 otages francistes alors qu'il était en visite officielle en Slovéquie. On l'écoute. Je viens d'apprendre par le président du Niger que nos 4 otages du Sahel, ceux que l'on appelle les otages d'Arlit, viennent d'être libérés. Daniel Larib, Pierre Legrand, Marc Ferré, Thierry Dole, emprisonnés depuis le 16 septembre 2010. 3 ans d'épreuve pour ces ressortissants, capturés, détenus par des geôliers sans scrupules. 3 ans de souffrance pour des familles qui vivaient un calvaire et qui sont aujourd'hui soulagées. J'ai voulu que les ministres, Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, partent pour Niamey pour faire en sorte que nos 4 concitoyens désormais libres puissent revenir vers la France. Et je veux exprimer toute ma gratitude au président du Niger qui a réussi à obtenir la libération de nos compatriotes. Francis ? Alors, quel sentiment vous a inspiré cette libération d'otages, cet événement, d'autant que vous dites que pour l'instant, votre région semble préservée de cette industrie de la prise d'otages. Je crois que nous devons tous œuvrer pour qu'on puisse mettre fin à ce genre de pratiques. Vous voyez, quand on prive à des familles entières leurs membres importants pendant 3 ans, et vous imaginez ceux qui sont en capture et ceux qui restent à la maison, ils éprouvent pratiquement la même peine. Je ne peux qu'ajouter ma joie à celle des Français et apprécier qu'au niveau de la France, pour 4 otages, le président ait interrompu sa mission et donné un message de soulagement à tous les Français et aux familles éprouvées et dépêcher 2 grands ministres des souverainetés pour aller prendre 4 otages. Mais remarquez
qu'en Afrique, il y a des événements analogues où on peut libérer des provinces entières sans qu'il y ait un mot en direction des populations de la part de nos chefs d'État. Ça, c'est une nouvelle culture que nous allons essayer d'adapter chez nous. Vous avez d'autres problèmes, je sais, mais comment expliquez-vous que votre région soit préservée de cette industrie de la prise d'otages? C'est une question de culture. Francis, vous ne souhaitez pas quand même qu'il y a déjà une industrie de la guerre, peut-être. Donc... Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que je disais, si on ajoute celle des enlèvements, ils ont déjà assez de problèmes comme ça. Oui. C'est une question de culture et dans les faits rouges que j'ai toujours indiqués en direction de la communauté internationale, si on laisse perdurer la guerre à l'est du Congo, parce que certaines multinationales gagnent beaucoup d'argent, certains pays s'enrichissent, mais les revers de la médaille risquent d'être très coûteux pour tout le monde. Parce que là-bas, les terroristes n'auront pas à chercher de matières premières. Ils vont trouver de matières premières sur place. Ils vont prospérer, ils vont fabriquer tout ce qu'ils pourront fabriquer. Ça sera la somalisation. Et nous devons éviter cela. Si ça tient jusqu'à présent, justement, parce que nos populations n'ont pas la culture de la violence et de la guerre. On impose à ces populations-là la guerre. Nous voulons la paix, car la partie est du Congo, tout comme toute la région des Grands Lacs, et même la partie ouest, notre travail, c'est le travail de la terre. Revenons Sahel avec Alafé Wakili. Comment cet événement a été vu depuis Abidjan? C'est une bonne nouvelle de voir que des otages sont libérés, que des vies sont sauvées, mais au fond, on est inquiet, on s'interroge. Vous avez parlé tout à l'heure, Conseil a parlé de l'industrie de la guerre, mais au-delà de cette industrie de la guerre, il y a une vraie industrie de prise en otage de nos populations. Le M23, c'est une prise d'otage d'une grande partie de la population. On prend en otage une grande partie du pays, et c'est cette prise d'otage-là qui est le vécu quotidien en Afrique. On a l'impression que parce que ils ne sont pas français, les populations africaines, parce que on n'est pas américain, parce qu'on n'est pas européen, cette prise d'otage de tous nos peuples peut se poursuivre impunément par des clans, par des groupuscules, et c'est ça le fond du problème. Donc le débat qui a cours aujourd'hui sur la rançon, c'est un débat secondaire par rapport à tous ces drames qui se déroulent en Afrique. On a eu Lampedusa, et c'est vrai qu'il a dit que François Hollande a arrêté une tournée, il a fait une déclaration pour 4 Français, mais quel chef d'État africain, quelle autorité africaine, même l'Union africaine, elle se réunissait à Addis Abeba pour parler de la CPI, il n'y a eu aucun mot, aucune compassion pour toutes ces victimes, qui sont aussi des otages de quelque chose dans ce monde-là. Il n'y a eu aucune compassion pour toutes ces victimes. Et c'est en cela que nous sommes inquiets. Nous sommes heureux que 4 vies aient été sauvés, que tous les otages puissent être libérés, et que ce genre de pratique ne prospère pas. Mais nous voulons attirer l'attention sur une plus grosse industrie de prise d'otages qui sévit dans notre continent et sur laquelle nous devons ouvrir les yeux. À la fin, on reviendra justement avec vous sur ces 92 migrants nigériens, les corps de ces 92 migrants qui ont été retrouvés en même temps qu'on libérait ces otages. Mais recentrons-nous peut-être sur avec Christophe Rigaud, peut-être. Oui, avec Christophe. Tout à fait. Alors, Alafé Wakili dit c'est un débat secondaire, cette affaire de rançon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, parce que je crois qu'effectivement, quand il y a prise d'otage et qu'il y a libération, il y a forcément contrepartie. Alors, appelez-le comme vous voulez, rançon. Compensation, juste par euphémisme. Puisqu'il y a négociation, contrepartie, tout à fait. Et effectivement, les Occidentaux sont devenus des monnaies d'échange, et ça peut effectivement faire monter le prix. Mais je pense que précisément les Français, Christophe. Parce que oui. Effectivement, parce qu'on sait, et ça se sait, que les Français payent, contrairement à d'autres pays qui ne payent pas. Maintenant, je pense que chaque prise d'otage est un cas particulier. On l'a vu par exemple avec Boko Haram, où en fait, il y a peut-être une compensation financière, mais c'était la libération de prisonniers politiques. Donc c'est vrai que tout ça, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Je voulais juste souligner une petite chose, parce que dans cette histoire de libération d'otages, il y a 3 vainqueurs pour moi. Il y a les otages, bien évidemment, et on pense à eux. Il y a le président Hollande, qui je pense était assez satisfait de pouvoir peut-être grappiller quelques points dans les sondages. Et puis il y a surtout le président Issoufou, qui je pense a pris une petite revanche en prenant la main sur les négociations, parce que ça va lui permettre de renégocier, je pense, de manière assez confortable son contrat avec Areva, ce qui est tout à fait justifié. Et ça, je pense que voilà, ces contrats qui étaient renouvelés automatiquement depuis 50 ans, arrivaient
arriver à terme. Et je pense qu'il va pouvoir tenir l'une de ses promesses à sa population, c'est-à-dire pouvoir bénéficier d'un petit peu plus de cette richesse. Hein. C'est le cas d'autres pays comme la République démocratique du Congo. Il y a des richesses, mais évidemment, ça ne bénéficie pas en priorité à la population. Vital Kamerhe, Christophe parlait tout à l'heure de cette singularité qui est bien française de payer les otages. Est-ce que justement ces enlèvements ne sont pas une industrie qui profite, une entreprise qui profite à tout le monde? Le bénéfice financier pour les ravisseurs, les intermédiaires, les otages libérés qui sont sous les feux de projecteurs, sortent de leur anonymat. Et vous diriez peut-être que c'est cynique, mais c'est vrai qu'il y a aussi un gain politique. Alors, est-ce qu'il ne faut pas finalement penser à une criminalisation au niveau international de paiement des compensations ou pour désigner les rançons qui finalement financent les groupes terroristes? Donc, moi, je vais aborder dans le même sens que Christophe Rigaud pour dire que compensation ou paiement des rançons, ça devient secondaire puisque nous ne savons pas le prouver au stade actuel. J'ai beaucoup aimé plutôt l'intervention d'Alafé Ouakili à partir de la Côte d'Ivoire parce que là, il a révélé au monde entier qu'il y a des peuples qui sont pris en otage par une industrie plus forte. Il y a l'industrie des rébellions, mais il y a aussi l'industrie de la pauvreté délibérée au sommet de nos différents États. Et cela doit attirer l'attention de tout le monde, puisque si l'Afrique continue à dégringoler, eh bien, nous aurons beaucoup de Lampedusa, nous aurons beaucoup de gens qui viendront ici en Europe pour perturber la vie. Et donc, nous pensons que le monde tel qu'il marche aujourd'hui, le problème des otages ne doit pas être dissocié des autres problèmes qui ont une importance d'ailleurs relativement supérieure. Et nous cherchons des solutions à tous les problèmes. Il ne faut pas que le monde s'élève seulement quand il s'agit des Français, des Américains, des grandes puissances. On doit considérer que toute vie humaine, congolaise, ivoirienne, malienne, vaut à une vie française. Donc, mais ce sont les autorités qui donnent l'impulsion dans ce cas-là. C'est ce que j'allais dire, puisque j'ai félicité le président Hollande, je félicite aussi le président Youssoufou Mamadou, mais j'ai dit en même temps aux Africains, nous devons changer la manière de nous comporter quand nous sommes au sommet de l'État. On ne peut pas voir libérer Rutshuru, Bunagana et tout ça. Et c'est le représentant spécial, secrétaire des Nations Unies, qui va consoler nos populations sur le terrain. On se pose la question, où est passé le président Kabila? Mais si Vital Kamerhe y va, on va dire qu'il va faire du populisme. Alors qu'est-ce que nous faisons? Il faut y aller quand même, vous pouvez y aller, hein, personne ne vous interdit d'y aller. Je vais y aller, je suis en ce moment en train de mener, en tout cas, un lobbying pour mon pays. Je suis en France, et quand je vais rentrer, je vais aller directement sur le terrain. Ça, il n'y a aucun doute. Mais je voudrais que ça soit bien compris. Ce n'est pas pour faire du populisme. Ça, c'est une information. Oui, très importante. Oui, Vital Kamerhe, je voulais insister sur cette question que vous jugez secondaire, celle du paiement de rançon. Mais il se passe que ce sont des pratiques qui compliquent la lutte contre le terrorisme et qui opposent, par exemple, Alger et Paris. Alger qui est quand même, qui devrait être au cœur de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Donc, Alger n'est pas tout à fait d'accord sur cette politique de paiement de rançon et ce qui expliquerait, d'après certains analystes, son engagement plutôt mou dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Donc, ceci dit, j'ajoute, Liliane, à votre question, que la ligne officielle aujourd'hui de l'Élysée est de ne pas payer de rançon en principe. Officiellement. La ligne officielle. J'ai dit que vous avez raison et j'ai dit qu'Alger a raison. Puisque le danger, c'est quoi? C'est que on va monter les enchères et donc on va prendre d'autres otages parce qu'on va payer et le prix peut augmenter. Donc on alimente l'industrie. Il faut qu'on brise cette spirale. Et pour briser cette spirale, je crois qu'on doit d'abord aborder le fond du problème. Pourquoi il y a des prises d'otages? Il y a des prises d'otages parce qu'il y a des zones troubles. Pourquoi il y a des zones troubles? Parce qu'au moment où on devait se réveiller pour stabiliser les endroits où on exploite les minéraux d'Afrique ou d'ailleurs, on oublie qu'il y a l'aspect sécuritaire sur le plan alimentaire, le bien-être des populations. On oublie qu'il y a les démocraties qu'il faut renforcer dans ce pays-là. Forcément, il y a des gens incontrôlés qui peuvent poser n'importe quel acte et qui se retournent comme un revers de la médaille pour ceux qui croyaient qu'il fallait seulement venir exploiter les minéraux en Afrique. Et puis on part. Les M23, ça c'est des conséquences justement d'une politique mal réfléchie et en interne et en externe. On laisse exploiter les minéraux du sang au Congo et on sait que chaque minute, une femme est violée à l'est de la République démocratique du Congo et personne ne dit rien. Donc tant que les minéraux peuvent atterrir dans les industries lourdes, c'est une très bonne chose. Vous dites qu'au-delà de l'affaire des otages, en fait, au cœur de cette question, c'est la capacité des dirigeants des États, en tout cas, à sécuriser leur territoire. Absolument. Et à garantir la sécurité des citoyens. Puisque la mission première nous revient à chaque État, d'abord, de gérer son État. Mais secondairement, nous devons dire aussi, il y a ceux qui subissent
et c'est qui décide pour le monde. Il ne faut pas oublier cela. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, il y a tous ces ventres mous, c'est-à-dire tous ces ventres mous où les États sont faibles, à l'est de la République démocratique du Congo, en Centrafrique, qui peuvent être des zones propices à l'arrivée notamment, et on a noté il y a quelques mois la présence de Chebab dans le nord-est de la République démocratique du Congo, donc des Somaliens. Donc ces pratiques de prise d'otages risquent peut-être d'arriver dans ces régions, conséquence de la faiblesse de l'État. Francis, puisqu'on a parlé du Mali et du Niger, peut-être un mot très brièvement pour dire que pendant qu'on libérait ces otages français, il y avait 92 migrants nigériens qui, les corps ont été retrouvés dans le Sahara. Ils tentaient de rejoindre l'Algérie, et l'audition a aussi annoncé du général Aya Sanogo au Mali dans l'affaire d'assassinat, de torture et disparition de certains de ses anciens camarades putschistes de mars 2012. Et l'ouverture aussi des assises nationales. Peut-être notre invité peut dire un mot sur ces trois sujets? Oui, absolument. Vital Caméré. Je commence par le Mali. Nous avons peiné parce que nous connaissons la guerre. Quand nous avions appris que le Mali, qui était jusque-là cité un exemple en démocratie en Afrique, était en train de basculer dans la guerre, personnellement, j'ai pleuré parce que j'ai eu à m'adresser aux députés en chambre basse quand j'étais président de l'Assemblée nationale pour dire, mes chers amis, il ne faut pas copier l'exemple congolais. Il faut consolider votre démocratie. Le président Tété va partir bientôt. Faites en sorte qu'il y ait alternance chez vous. Et donc, ça fait très mal qu'un capitaine vienne comme ça et perturber la marche d'un pays et rester impuni. Moi, je crois que l'heure de l'impunité est révolue et que les Africains doivent comprendre qu'ils ne doivent pas se faire la place au soleil sur le sang de leurs propres compatriotes. Ça sont des pratiques qu'on doit décourager, et la sanction doit être là et instaurée. Même si elle coûte cher, si on ne punit pas aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre va être tenté de faire la même chose. La sanction sera là. Quand vous serez président, on vous fera écouter cette émission, Vital Caméré. Absolument. Suite du débat tout de suite. Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique. Suite du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 avec notre grand témoin Vital Caméré, président de l'Union pour la nation congolaise UNC, ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, et nos confrères invités, Christophe Rigaud, fondateur et directeur du site africarabia.com, et au téléphone depuis Abidjan, Alafé Wakili, directeur de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan. Dernier sujet, troisième et dernier sujet, Madagascar, Liliane. Oui, Francis, mais déjà, vous n'auriez pas dû peut-être être archiviste, puisque vous aimez fouiller. On va parler à présent donc de Madagascar. Les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle seront connus le 8 novembre prochain, selon la Commission électorale nationale indépendante, CENIT. Un second tour, s'il a lieu, est prévu le 20 décembre avec les législatives. Pour le moment, des tendances partielles et provisoires sont favorables à Jean-Louis Robinson et Eri Rajwanari Mampianina, respectivement soutenus plus ou moins officiellement par le président de Chumar Ravalomanan et l'actuel président de la transition, Hans Rajouel. Première question, évidemment, pour vous, Vital Caméré. On pourrait donc assister à un duel Ravalomanan-Rajouel via leurs poulains respectifs. Dans ce cas-là, y a-t-il pas des risques d'assister à un règlement de compte politique plutôt qu'à une véritable décrispation d'une situation en jeu de ce scrutin, fruit de consensus obtenu très laborieusement? Non, avec ma petite expérience, je voudrais donner un conseil justement aux Malgaches pour éviter que le pire arrive. Puisque là, nous sommes devant un duel de deux ex-ennemis ou encore ennemis à travers leur sujet interposé. Ce qu'il faut faire, c'est ce que le président Macky Sall avait dit quand il est venu assister au sommet de la francophonie à Kinshasa. Il avait dit, et j'ai noté cette phrase, je l'avais fait mienne, que ceux qui gagnent en Afrique gagnent tout. Et ceux qui perdent, perdent tout. Ce qu'il faut faire, moi je crois que Madagascar, c'est la plus grande île. Madagascar, c'est beaucoup de richesses, il y a de la place pour tout le monde. Il faut que les gens sachent que les fauteuils présidentiels, dans chaque pays, il n'y en a qu'un. Et que dans le cas d'une opposition républicaine, les gens peuvent travailler. Chez nous, nous avons instauré la loi portant statut de l'opposition, et l'opposition est reconnue à l'article 8 de notre Constitution comme une institution à part entière. Et que celui qui va gagner ne puisse pas bloquer la machine de la mise en place des structures de l'opposition pour que le perdant sache qu'il a un espace d'expression, il a un espace où il peut faire passer ses idées et contribuer à la gestion du pays à sa manière, puisque le pouvoir appelle toujours le contre-pouvoir, et s'il n'y a pas de contre-pouvoir, ça s'appelle la dictature. Donc il y a risque. Allez-y, Francis.
Non, j'avais demandé à nos confrères de réagir parce que comme on arrive bientôt à la fin de l'émission, on a un peu débordé sur les deux premiers sujets. Donc ce serait bien d'écouter leur réaction sur Madagascar rapidement, Christophe Rigaud et Alain Wakili. On a un petit peu l'impression qu'à Madagascar, on veut nous rejouer le coup Poutine-Medvedev, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, si celui qui arrive en tête est élu, visiblement, ça sera Monsieur Rajoelina qui sera son Premier ministre. Donc, je crois qu'il y a quand même beaucoup... Oui, voilà, oui. Et donc, je crois qu'il y a pas mal d'inquiétudes là-dessus. Et puis, c'est surtout la déroute du pouvoir de transition qui tous les candidats qui se sont présentés ont fait de très faibles scores, ceux qui étaient issus de la transition. Je crois que le maire d'Antananarive a fait moins de 10% dans sa propre commune, donc c'est un petit peu inquiétant. Et donc, on avait écarté ces deux personnes, ces deux ennemis, pour éviter les violences. Et là, en fait, on va les retrouver. Et il y a un risque, évidemment, que cela dérape. Et je crois qu'il y a la communauté internationale et la France qui sont très présents et qui doivent veiller à ce qui n'est pas ces dérapages. Alain Wakili. Oui, la même prière, le même souhait, veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais moi, je vois au-delà. Si tout se passe bien, qu'on a un président élu, l'expérience montre qu'à la pratique, il est difficile d'agir par procuration, d'avoir un prête-nom. Peut-être que celui qui est proche de l'ancien président Ravalomanana le fera entrer, ou celui qui est proche de Caroline va lui garantir la tranquillité dans le pays, mais ils ne pourront pas gouverner par délégation. Et le vrai problème, après la tension que nous allons craindre aujourd'hui, c'est que demain, des partisans, des fidèles historiques des anciens présidents soient tentés de dire que les autres sont des pantins, des gens qui ont été mis devant juste pour les représenter qu'ils ont gagné grâce à eux. Et il faut aussi être inquiet pour cela par rapport à demain, si la mobilisation actuelle permet de passer l'étape de la violence que tout le monde craint d'ici le 8 novembre et d'ici le second tour. C'est l'avenir qui peut aussi constituer un problème si les uns et les autres ne sont pas vigilants. Parce qu'on a l'impression qu'on peut placer quelqu'un devant qui va être un prête-nom, mais dans la pratique, l'appétit vient en mangeant et il a envie aussi de s'affirmer, de gouverner effectivement, et ça peut créer des problèmes à l'intérieur de chaque camp. Merci Liliane. Alors Liliane, c'est le moment que vous attendez avec beaucoup d'impatience, évidemment, une impatience mal dissimulée. Le moment d'écouter les messages et votre réaction de nos auditeurs, une sélection je vois votre riposte. Sélection des messages livrés à présent par Stéphanie Hartmann. Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa. Bonjour Liliane, bonjour messieurs et bonjour à tous nos auditeurs, chaque semaine plus nombreux à s'exprimer sur notre page facebook.com/débat BBC Africa. Alors je dois vous dire, monsieur Vital Kamerhe, que la situation en République démocratique du Congo est l'un des sujets qui préoccupent le plus nos auditeurs. C'est le sujet qui revient le plus souvent dans les messages chaque semaine. Donc voici donc une sélection des messages et questions qu'ils nous ont laissés. On commence avec Roger Nkolomoni qui écrit « Monsieur Kamerhe, nous attendons beaucoup de vous pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, mais jusque-là, nous ne comprenons pas la philosophie de votre politique. Quels sont vos projets pour notre pays ?» Eric Ngaba écrit « Bonjour Liliane et bonjour à Francis, il est de retour à la maison. Il ajoute une question pour votre invité. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que la RDC puisse se remettre sur pied sur le plan politique après les victoires militaires ? Foxia Gelembi, depuis Djamena, nous dit l'avancée de l'armée congolaise vers les zones occupées par le M23 est un signe fort. Au sujet de la libération des 4 otages français, Ouedraogo Youssouf, depuis Yamoussoukro, que je salue chaleureusement, écrit « Si en plus du versement probable d'une rançon, certains leaders terroristes dont le chef d'Ansardine ont pu bénéficier d'une quelconque clémence, ce serait une grave insulte aux victimes de ces atrocités quotidiennes dans le Sahel. » Dans la même lignée, Mades Watt nous dit quand même « Nous sommes contents pour la libération des otages, mais nous n'accepterons pas quoi que ce soit pour protéger Iyad Aggali et sa coordination politique qu'est le MNLA. » Enfin, pour finir, quelques messages d'encouragement. Tierno Sadou Baldé qui écrit « Bonjour à tous et à toutes, je suis un fidèle auditeur de cette émission depuis Conakry. » Et Thierry Guély qui nous dit « Merci à toute l'équipe BBC Africa numéro 1 pour votre impartialité dans le traitement de l'information. » Merci à vous. On essaye. Oui, Francis, peut-être rapidement, notre invité Vital Kamerhe, comment remettre la RDC sur pied après la victoire de l'armée et le projet politique de votre parti?
Ce sera votre conclusion? Oui. Ok, très bien, c'est ma conclusion. Je voudrais, sur le plan politique, comment remettre la RDC sur les pieds. Je crois que nous devons partir de la situation actuelle qui nous est favorable et à toute la région et faire deux choses. La première, il faut absolument que le président Kabila, l'opposition politique et la société civile, nous comprenions tous que ça, c'est la victoire du peuple congolais et que nous soyons humbles pour nous accepter mutuellement et dire c'est le moment de prendre les taureaux par les cornes et aborder toutes les questions taboues en interne pour que nous ayons de bonnes élections par la suite et consolider un état de droit. Sur le plan régional, justement, nous devons solder les comptes de M23 en discutant directement, en regardant le président Paul Kagame dans les yeux, le président Museveni, pour dire nous sommes des voisins, mais nous pouvons devenir de bons voisins si nous sommes tous partenaires de la paix et du développement. Un mot sur votre projet politique. Mon projet, c'est simple. En Afrique, un Congo fort, puissant, au cœur de l'Afrique, avec 9 voisins, qui va induire la paix et le développement et ses ressources pour le peuple congolais, pour l'Afrique et pour le monde. Vital Kamerhe, merci beaucoup. Merci d'être venu. Hein. Merci. Merci infiniment et bon retour donc chez vous en RDC. Merci. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci Christophe Rigaud. Merci infiniment. Merci Alain Wakili depuis Abidjan.